Du coup, c'est vrai qu'on se dit, si quelqu'un, en fait, peut nous aider, a le pouvoir de nous aider et ne fait rien alors que on lui rapporte des faits, je pense que c'est encore plus compliqué d'en parler parce qu'on se dit, si un adulte ne comprend pas, ne fait rien, pourquoi d'autres personnes y arriveraient, quoi. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti ! Aujourd'hui, j'accueille Estelle dans la petite voix. À seulement 24 ans, Estelle a traversé des épreuves qui auraient pu briser bien des adultes. Son histoire, c'est celle d'une jeune fille qui a dû affronter la cruauté du harcèlement scolaire, un poison insidieux qui s'est infiltré dès le collège. Elle nous raconte comment, de la 6e à la 4e, elle est passée de l'isolement des rumeurs à une véritable descente aux enfers où le cartable dans la poubelle, les têtes dans les casiers étaient monnaie courante. Et puis il y a ce moment où elle comprend que ce qu'elle vit n'est pas normal. À partir de là, tout doucement, un pas après l'autre, Estelle va se relever. Bienvenue dans un épisode très fort, émouvant mais aussi plein d'espoir. Un épisode particulièrement utile en cette période de rentrée scolaire où les défis de l'adolescence et les problématiques de harcèlement sont plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, avec Estelle, nous allons parler de sa chute, mais aussi de sa renaissance, de ce moment où elle a confronté ses agresseurs et du rôle salvateur de la psychothérapie quand on tombe sur la bonne personne. Bonjour Estelle et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour, merci de m'écouter et de m'inviter. Avec grand plaisir. Tu sais Estelle, j'ai réalisé que depuis 5 ans et demi de Petite Voix, en fait, t'es la plus jeune invitée que j'ai jamais reçue puisque tu as 24 ans. Tu as 24 ans, mais les personnes qui nous écoutent vont vite l'entendre. Tu as déjà pas mal à nous apprendre en matière de résilience. Alors, merci beaucoup de venir témoigner aujourd'hui à mon micro. On va parler ensemble d'un sujet dont malheureusement on entend de plus en plus souvent parler. C'est le harcèlement scolaire, puisque tu en as été victime. Est-ce que pour commencer, on peut revenir aux sources de tout cela ? Comment et à quelle époque ça a commencé pour toi ? Ça a commencé dès l'entrée au collège. Bon, avant, j'ai eu aussi mon grand-père qui a eu un cancer, etc. Ça a été une épreuve très difficile et du coup, c'était juste avant de rentrer au collège. Donc, quand je suis rentrée au collège, j'étais pas non plus très en forme. Dès le 2e trimestre, déjà, ça a commencé à être un peu compliqué. C'était sous des personnes qui disaient qu'il fallait pas traîner avec moi, sinon elles allaient être aussi un peu pestiférées comme moi, quoi, en gros. Des personnes que je connaissais depuis la maternelle ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule déjà dès la 6e. Et à force, plus le temps passait, plus ça s'intensifiait et plus c'était dur. On a aussi lancé une rumeur sur moi, etc. On m'a jeté mes affaires à la poubelle, des histoires comme ça. Toi, tu fais le lien avec le fait que tu avais été fragilisée en quelque sorte par la maladie de ton grand-père. Et comment tu expliques ce lien-là ? Je pense que quand on sort d'une période un peu compliquée, on n'a pas à nouveau des barrières pour se battre, surtout très jeune comme ça. À ce moment-là, il y a une certaine vulnérabilité que les autres perçoivent et s'en servent contre nous malheureusement. Quand tu arrives en 6e, est-ce que tu retrouves beaucoup des autres élèves avec lesquels tu étais au primaire ou est-ce que tu débarques dans un tout nouvel environnement ?
Et il y en a qui sont partis dans le privé, donc j'ai quand même perdu pas mal de copains de primaire. Il y en a quelques-uns qui étaient là, sauf que on a été répartis dans des classes différentes. Mais le peu de personnes que j'avais dans ma classe que je connaissais déjà d'avant, à une certaine période, ne me parlaient plus, par peur d'être comme moi, laissée de côté, quoi. À quel moment et comment tout va commencer? Est-ce que ça part d'un seul élève, d'un groupe d'élèves? Et qu'est-ce qui se passe exactement au tout début de ce harcèlement? Ça part d'un groupe d'élèves qui se connaissaient déjà. Ça a commencé tout doucement dans le sens où c'était des paroles un peu blessantes. C'est monté crescendo. Je suis tombée dans les escaliers pour moi, mais quelqu'un a vu qu'on m'avait poussée dans les escaliers. Alors c'est drôle que la mémoire joue des tours. Et à ce moment-là, je me rappelle aussi que j'arrivais plus à me relever, donc j'ai fini à l'infirmerie, mais aussi que j'avais très peur parce que c'était au moment où il y avait une histoire et qu'il y avait quelqu'un qui voulait se battre avec moi. Donc oui, ça allait des fois très très loin et c'est vraiment monté crescendo. Au départ, c'était des petites insultes et puis ça a commencé à s'amplifier quand on a vu la vulnérabilité. Quand on se retrouve seul, c'est très compliqué aussi de s'affirmer. C'est au moment où on commence à rentrer dans une phase où on se cherche, on se découvre, on découvre notre personnalité, nos caractères. Et du coup, c'est vrai que c'est pas simple de devoir aussi s'exprimer devant tout un groupe au moment où on ne sait pas encore où sont nos limites, ou qui nous sommes réellement. Donc c'est vrai que sur le coup moi je disais rien et je me laissais faire parce que de toute façon face à un groupe on est tu te dis que tu ne pourras pas faire entendre ta voix, quoi. Quand ils trouvent une personne et que cette personne-là ne répond pas, ne réagit pas ou a peur, je pense qu'ils se disent que ça va être facile de continuer à faire du mal à cette personne-là. Et là, tu dis, ça va devenir quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, il va se passer des événements comme ça, où on va venir t'embêter et te harceler. Oui, la tête dans les casiers, la tête dans les portes, voilà, jeter les affaires, les insultes, le fait de se retrouver seul, le fait de se faire mal parler tout le temps, voilà, c'est très compliqué. Et puis ça a continué aussi sur l'année de 5e. Tes harceleurs vont s'organiser pour que les amis que tu as ne te parlent plus. Oui, ça c'était au début et je suis tombée sur un groupe de personnes qui étaient pas au même niveau scolaire que moi, qui ont eu l'intelligence de pas écouter les autres. C'est en 5e où j'ai trouvé un groupe de potes qui étaient vraiment là et qui vraiment en avaient rien à faire de tout ce qu'on pouvait dire, de tout ce qu'on pouvait penser. C'était 2 filles qui étaient dans ma classe. Donc je ne parlais pas de ça avec personne. Par contre, le fait de savoir que je pouvais rigoler avec des gens, que les gens ne regardaient pas le derrière, tout ce qui se passait, tout ce que les gens pensaient et disaient, c'est vrai que c'était par contre un énorme soulagement de se dire ok, là il y a des personnes qui sont là vraiment pour moi et je suis pas nulle à ce point-là, quoi. Presque tu méritais pas qu'on Voilà. s'intéresse à toi autrement qu'à travers des vexations et du harcèlement. Mais justement, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe et à quel moment tu comprends que ce qui t'arrive n'est pas normal? Alors à l'intérieur de moi, ce qui se passe, c'est très compliqué parce que j'arrive pas à en parler à personne. Par moi-même, c'est vrai que je pense qu'on a une certaine honte parce que sur le coup, on pense que c'est de notre faute alors que ça l'est pas du tout. Mais sur le coup, voilà, on a une certaine honte, une certaine gênance et puis peut-être que les gens ne comprendront pas forcément ce qu'on traverse. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. En fait, c'est surtout qu'à un moment donné, je pense que j'en ai tellement eu marre que j'ai voulu me battre pour arrêter tout ça. J'ai eu une carapace qui s'est mise et tout passait par la colère après. Donc du coup, tout le monde avait en quelque sorte peur de me voir en colère. Toi, tu te sens honteuse de ce qui t'arrive parce que la petite musique qui se joue à l'intérieur, c'est que si tout ça t'arrive, c'est que certainement tu le mérites. Tu dis que tu n'oses pas en parler, mais tu n'oses pas en parler à l'école, mais à la maison non plus?
Non, non, à la maison non plus. Encore une fois, c'est très compliqué de parler de ce sujet-là. Et puis aussi, il y a eu un adulte qui aurait pu faire quelque chose parce qu'à un moment donné, il y a un surveillant qui a vu que quelqu'un m'avait mis la tête dans la porte et qui nous a emmenés voir le directeur SECPA au collège. Et en fait, le directeur a arrangé la situation à sa manière, c'est-à-dire très calmement et a carrément laissé cette personne-là me raccompagner jusqu'à ma classe alors qu'il n'y avait plus personne dans les couloirs. Est-ce que toi, à ce moment-là, puisque quand même le fait que le surveillant agisse pour toi, que tu sois reçu par le directeur, est-ce que tu arrives à exprimer un petit peu ce qui t'arrive au-delà juste du fait isolé de ce qu'il a vu? On laisse pas expliquer non plus. Enfin, voilà, il y a une personne qui te fait peur et tu n'oseras pas dire du mal de cette personne-là, encore moins devant elle, par peur d'avoir plus de répercussions. Donc la personne m'a raccompagnée dans ma classe et il y avait plus personne dans les couloirs, donc ça veut dire que il aurait pu se passer autre chose. Ce que tu expliques, c'est que ce jour-là, c'était l'occasion première et unique de t'écouter, de t'entendre et de peut-être t'aider. Et le fait qu'ils ne te prennent pas au sérieux, qu'ils ne mesurent pas la gravité de la situation, c'est comme si ça avait complètement cassé la confiance que tu pouvais avoir envers d'autres adultes. D'ailleurs, pas uniquement dans l'enceinte de l'établissement, mais tous les adultes autour de toi, non? Ah oui, oui, clairement. Bah en fait, vraiment, c'est pourquoi un adulte aurait pu m'aider et ne l'a pas fait. Du coup, pourquoi les autres le feraient, quoi? C'est facile de dire qu'il faut en parler, mais c'est très compliqué. Je pense qu'il faut avoir des personnes qui soient vraiment très à l'écoute et à l'affût du moindre signal qui peut changer, même légèrement, et écouter, comprendre aussi, se mettre à la place. Parce que c'est vrai que bah déjà à l'époque, les personnes n'étaient pas du tout formées et du coup c'est vrai que bah, ça crée un manque de confiance énorme envers les personnes, quoi. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a un numéro qui est fait, qui existe, le 3018, je crois. Il y a même une application. Donc aujourd'hui, oui, c'est pris au sérieux. Et pour les personnes, je pense comme moi, qui se sont fait harceler, en tout cas, moi personnellement, je suis très contente de voir à quel point il y a cette évolution-là. C'est quand même pris beaucoup plus au sérieux. Ce moment-là, j'ai l'impression que ça va t'enfoncer encore plus loin dans ton mal-être. Jusqu'où ça va t'emmener dans ce mal-être-là? Quand j'étais au collège, j'y allais avec la peur au ventre. Déjà, entre les problèmes de scolarité que j'ai, plus le harcèlement, c'est très compliqué. Le fait de se renfermer sur soi, près de tout le monde, le fait de plus vouloir parler, d'être très fermé et surtout d'avoir un changement de comportement parce que du coup, il y a énormément de colère qui commence à s'accumuler aussi. Donc oui, je pense que clairement la famille le commence à le voir, mais vu qu'il y a en même temps un problème au niveau des notes, il y a un mélange de tout. On doit peut-être se dire qu'il se passe des choses pas très cool au collège. Ma mère a essayé de me changer de collège sans être au courant de l'histoire. Quand tu vois ton enfant qui est pas bien, qui se renferme, qui commence à être une boule de colère sur pattes et qui a des mauvaises notes, tu te dis peut-être que un lycée privé ce serait peut-être mieux. Mais bon, le lycée privé, vu que j'avais pas les notes qui allaient à côté, ça n'allait pas. Bah ça va m'emmener dans un mal-être où je me retrouve chez une psy, j'ai à certains moments des idées qui passent comme ça. Tu parles d'idées noires. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, on se retrouve face à un mur et on sait plus où aller en fait. À force de se battre, de se battre, de se battre et que rien ne change, on tolère, mais à un moment donné, en fait, on est que humain et on ne peut pas tolérer ça pendant des années et des années, quoi. Donc ça devient éprouvant mentalement et physiquement parce que ça commence aussi à toucher la santé. Vu que le mental est tabou, je commence à avoir des problèmes de santé, des crises d'angoisse. Le mental ne peut plus prendre en charge parce qu'à un moment donné, il sature, quoi. Donc du coup, pour faire comprendre que vraiment ça va pas, ça touche la santé et du coup voilà, lumbago, torticolis à répétition.
Tu dis quand même que tu vas consulter une psy, donc ça, j'imagine que c'est ta maman qui va être à l'initiative de ça. Comment elle va t'aider, la psy? Est-ce qu'elle arrive à mettre le mot de harcèlement scolaire ou de dépression dans ce qui t'arrive ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que j'ai bien dû la suivre pendant à peu près, je crois, 5-6 ans, un truc comme ça. Il n'y a pas eu de mots qui ont été mis sur le harcèlement, la dépression. Il n'y a pas eu d'énormes changements par rapport à mon comportement. J'ai toujours pas de réponse à ce qui va pas. Et pourquoi ce mal-être, il est là, il persiste et qui veut pas partir, quoi. On me parle de plein de choses et en fait, aucune situation ne s'arrange réellement, que ce soit à la maison ou en dehors. Donc c'est vrai que ça a pas aidé. En tout cas, la première ne m'a pas aidée. Et tu dis, en fait, la colère, elle va tellement s'accumuler qu'à un moment donné, c'est toi qui vas devenir agressive. En fait, il y a comme un retournement de situation, non? Je ne ferai pas de mal aux gens, mais par contre, j'aurai cette carapace-là qui sera une carapace de colère, c'est-à-dire que dès qu'on va dire quelque chose qui va créer une émotion, que ce soit la tristesse ou autre chose, ça va directement se transformer en colère. La patience n'existe plus à ce moment-là, la tolérance non plus, tout passe par la colère tout de suite. Je n'ai plus cette peur-là, dans le sens où la colère, elle est tellement forte et tellement grande que du coup, c'est comme si elle parlait un peu à ma place. On est à quelle époque là? Parce que tu disais, ça a commencé en 6e. À quel moment cette colère-là, elle prend à ce point de la place qu'elle va aussi s'inviter dans tes interactions avec tes harceleurs? Fin 5e, début 4e. Est-ce que ça va permettre que tes harceleurs arrêtent de te harceler? Oui, petit à petit, je vais commencer à avoir une vie un peu plus tranquille et normale. Malheureusement, ça restera cette boule au ventre là parce que il y a un traumatisme qui est créé et le traumatisme il est là et je pense que pendant toute la période du collège, lycée, ce traumatisme restera là quoi qu'il arrive par rapport au harcèlement, par rapport aux notes, par rapport à tout ça. Les résultats scolaires sont de pire en pire. Je finis par redoubler ma 3e pour aller dans le lycée général que je voulais. Ce qui est quand même étonnant, c'est aussi tout un pan de ton histoire qui est important et qui peut-être va donner un autre éclairage à ce récit que tu es en train de nous faire. C'est que à l'époque, tu ne le sais pas encore, mais tu es ce qu'on appelle maintenant HPI, HPE. Est-ce que tu peux expliquer tout ça? C'est vrai que je l'apprends très tard. L'HPI, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans quand j'ai appris que je l'étais, parce que j'ai toujours aussi senti une différence, un décalage, que ce soit en fait par rapport à mon fonctionnement, ma facilité à l'école, etc., sur certains trucs et à mes difficultés sur d'autres, qui étaient aussi très souvent en décalage avec les autres. Mon côté émotionnel que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Ça, j'ai dû apprendre que j'étais HPE il y a peut-être 2 ans. Donc, c'est de l'hypersensibilité, c'est les émotions en fait qui contrôlent un peu ma vie, quoi. Malgré ce côté HPI, ça c'est hyper intéressant d'en parler aussi parce que on l'entend parfois que c'est pas parce qu'on a de grandes facultés intellectuelles qu'on va avoir de bonnes notes à l'école et au contraire d'ailleurs ça peut parfois jouer contre soi et j'ai l'impression que c'est ce qui t'arrive toi. Enfin, tu n'as pas de bonnes notes malgré tes facilités. Oui, c'est quelque chose qui me fait rire parce que en fait, on pense directement que avoir un QI supérieur à la norme, c'est forcément être très intelligent au niveau scolaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des facilités, certes, sauf que le cerveau ne fonctionne pas forcément pareil et du coup, l'école n'est pas forcément faite pour ces personnes qui pensent d'une manière différente. C'est vrai que moi, 8 heures assise sur une chaise à écouter quelqu'un parler, je peux pas. Mon cerveau, il a besoin d'être stimulé en permanence et j'ai besoin de faire toujours quelque chose et de voir aussi des fois qu'il y avait des choses où j'arrivais pas du tout, alors que pour les autres, c'était très facile. Et à l'inverse, c'était très facile pour moi et ce n'était pas du tout pour les autres. C'était aussi parfois compliqué de comprendre pourquoi.
Là, on a passé en revue ces années très compliquées du collège, mais heureusement, il y a un moment où tu vas entrevoir un début de petite lumière comme ça au bout du tunnel, un truc où tu vas enfin sortir de tout ça. Je crois que ça commence avec une pédopsie que ta maman t'emmène voir, qu'on lui a recommandée. Vers cette période-là, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et en fait, je vais la voir parce que j'ai eu mon affectation dans le lycée que je voulais, donc j'ai pas redoublé pour rien, pour au final complètement perdre le fil et arrêter d'aller en cours. Je me suis complètement déscolarisée vers décembre ou janvier 2018. Ma mère était désespérée, hein. Avec tous les moments où elle voyait les absences sur le site, qu'elle avait des appels en permanence. Au début, j'essayais de pas trop le dire et puis au final, après, je me cachais plus trop. C'était quand même compliqué. Avec du recul, je comprends, hein, on a envie que l'enfant il ait une belle vie, donc du coup, on pense tout de suite que belle vie veut dire faire des études. Et en fait, c'est ce fameux docteur-là qui a dit à ma mère, Estelle, elle est très intelligente, vous allez voir. Juste, faut lui laisser le temps et lâcher prise au niveau de l'école. Tout ça va pouvoir se régler le moment où ça ira un peu mieux. Donc elle, assez vite, cette pédopsie a détecté ton mal-être. Dès la première fois, en vrai, qu'elle a fait une exception par rapport à mon cas et qu'elle voulait me suivre alors que de base, elle ne faisait que les enfants. En fait, c'est très important avec un ou une psychologue d'avoir une connexion, un lien de confiance dès le début. Il y a eu ce truc-là avec elle. Ce qui a fait que vu qu'on a accroché et je pense que voilà le fait qu'elle soit elle aussi à HPI, qu'elle voit aussi le parcours scolaire en se disant bah voilà, elle m'a dit l'école c'est normal que ce soit que t'aies du mal parce que c'est pas un système qui est adapté pour des personnes HPI. Elle a tout de suite tout compris. Elle a su voir tout ce qui se passait et comment pouvoir améliorer la situation pour que après mon état de santé s'améliore, mais dès le début. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir un lien très vite avec le ou la psychologue. Parce que du coup, c'est ce qui permet de vraiment avancer. Et le fait d'avoir dit à ma mère de lâcher le côté école, ça m'a fait repartir après, en fait. Est-ce que toi, quand ta mère te dit on va avoir une nouvelle pédopsie, est-ce que tu es optimiste et tu dis ah bah super, peut-être quelqu'un va m'aider, ou est-ce que tu dis bah super, avec les 5 années que je viens de faire de psy et il s'est rien passé, j'y vais un peu les poulets aux pieds, quoi? J'avais déjà vu 2 ou 3 psy, donc à un moment donné, je pense que j'étais pas très convaincue et au final après je me suis dit bon bah pourquoi pas, on va voir et on peut-être que ce sera la bonne et au final voilà, elle m'a quand même pas mal aidée. Et qu'est-ce que tu fais, toi, alors, maintenant que tu es débarrassée de l'école, en quelque sorte? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, de ta vie pour aller mieux? Au départ, je suis bien, je suis contente, je vois mes copains, copines, etc. Voilà, quand ils finissaient tôt et tout ça. Et puis à un moment donné, je commence à avoir une dose d'énergie là qui est insupportable. Je tournais en rond chez moi, je commence à plus en pouvoir. On pense que c'est des vacances, mais en fait à un moment donné, c'est plus possible. Les copains, ils sont tous en train de faire leurs devoirs, donc ils peuvent pas forcément sortir le soir. Quand ils sortent le soir, il faut qu'ils rentrent tôt. On se retrouve un peu seul et puis on n'a rien d'autre à faire, quoi. Netflix, ça va 2 minutes, mais voilà, on n'en peut plus. Donc ouais, c'est vrai que voilà, on tourne vachement en rond et à un moment donné, j'en peux plus, je craque. Donc je dis, il faut qu'on trouve un truc. On va dans un centre d'orientation et on me parle d'une école pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui ont 18 ans et plus. Donc du coup, moi, j'allais aller sur mes 18 ans. Au moment de la rentrée, j'aurai les 18 ans et en fait, c'est faire des stages et en même temps soit une remise à niveau, soit pour garder le niveau. Donc du coup, je me dis bah c'est pas mal et j'y vais pour m'informer. Donc on ferait à peu près 3 semaines de stage, 3 semaines d'école.
Comme ça permet aussi de découvrir quand on sait pas trop où on veut aller, vers quel milieu, quel métier. Ça veut dire que tu vas pas au bout de la première et que tu enchaînes avec ça? J'ai pas terminé la première. J'ai pas passé le bac de français qu'on a en fin de première. Je suis partie, j'avais rien quoi. J'avais juste le brevet en main et c'est tout. Et donc, tu vas attaquer à la rentrée suivante, là, en septembre, cette fameuse école de la deuxième chance où tu vas à la fois remettre à plat tes connaissances théoriques et en même temps faire des stages en entreprise, c'est ça? C'est ça. Je fais plein de stages différents. Je découvre un métier, deux métiers dans le digital, community manager et graphiste. Du coup, je me dis, je vais peut-être me tourner vers le digital. Je regarde un peu et je me dis, mince, faut avoir le bac. Du coup, je suis partie faire un DAEUB à la fac, qui est l'équivalent du bac S, en cours du soir. On sent, mais même dans la manière dont on parle, là, l'énergie de vie, il y a un élan nouveau qui est en train de naître et on sent que psychologiquement, tu vas quand même vachement mieux, non? Ah oui, bah oui. Bah, principalement parce qu'en fait, à partir du moment où je vais dans l'école de la deuxième chance, c'est moi qui décide d'y aller. Donc c'est ma propre décision, mes propres envies et en fait c'est comme si après tous ces moments où on m'a pas écouté, là on m'écoute enfin quoi. C'était un peu comme si c'était voilà, je suis enfin maître de moi-même et de ce que je fais parce que le harcèlement où on n'écoute pas, on n'est pas écouté par les adultes, que voilà avec les psys ça ne fonctionnait pas non plus. Enfin, il y avait ce truc-là aussi où on me forçait un peu la main en tant que parent, ce que je comprends aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai que sur le coup, vivre tout ça, avoir des personnes qui te poussent à donner du meilleur de toi-même alors que ça va pas du tout moralement, c'est vrai que c'est compliqué. Et le fait de choisir de reprendre moi-même ma vie en main, ça a été le déclic. Ça se passe comment ce retour aux études? Est-ce que c'est hyper serein et toutes ces questions de harcèlement et de phobie scolaire sont loin ou est-ce que quand même il y a toujours une cicatrice un peu présente? Alors les 2 premières années, ça va très, très bien. La première année, de toute façon, il y a eu le 2e confinement, c'était, en fin 2020, hein, donc c'était le moment où il y avait, encore le Covid, donc du coup, on était beaucoup à la maison. Ça allait. Après, 2e année, bah, il y avait de l'alternance. Ça allait aussi, mais je commençais à avoir, à certains moments des crises d'angoisse qui arrivaient comme ça. Plus ça allait, plus par exemple pour les présentations orales, ça m'angoissait. Je commençais à avoir des crises d'angoisse qui montaient à certains moments. J'arrivais plus à respirer. Ça devenait compliqué quoi l'école. J'ai pu aller au bout. J'ai eu quelqu'un pendant les 2 premières années qui était à l'administration qui m'a énormément aidée, qui était un énorme soutien. C'était une personne, quand j'avais mes crises d'angoisse ou quoi que ce soit, elle arrivait à les calmer. Elle arrivait à m'apaiser, ou même quand j'avais des crises de nerfs qui montaient comme ça, bah elle arrivait à faire redescendre. On avait un lien de confiance parce qu'elle s'était aussi confiée sur sa vie, etc. Et elle comprenait beaucoup ce par quoi je passais en fait. Elle se mettait à ma place. Elle arrivait à dédramatiser, mais d'une bonne façon, et à m'apaiser énormément. Donc oui, du coup, ça a été un peu ma sauveuse. Mais malheureusement, elle est partie pendant la 3e année. Et c'est la 3e année où ça a été le plus compliqué. J'ai eu une lettre de ma psy qui me suit depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, je sais plus, qui a appuyé mon état émotionnel très, très compliqué, mon état moral et mon état de santé en fait en général. Mon médecin a appuyé ça aussi, ma mère a appuyé et du coup ça a fait que j'ai pu avoir une référente handicap. Je pense que déjà la phobie scolaire, j'ai essayé de la cacher un peu pendant les 2 premières années. La fin de la 2e année, j'avais de plus en plus de mal, mais avec tous les examens, tout le stress, parce que du coup, bah, je sais pas du tout gérer mon stress.
C'est-à-dire que quand je suis stressée, je suis dans un état terrible, et en fait, plus ça allait, plus moins je pouvais. Par exemple, pour les présentations orales, quand je me retrouvais devant la classe à devoir parler, plus ça allait, plus j'étais tétanisée, moins je pouvais parler. Et la dernière que j'ai faite, en fait, je me suis stoppée, j'ai dû dire 2 phrases et j'ai pas réussi à dire la suite, quoi. C'était vraiment la phobie scolaire était vraiment de retour. Ça me crée un handicap terrible et donc on a reconnu le fait que c'était pas possible de continuer comme ça. Donc j'ai eu des aménagements pour finir mon année et j'ai réussi à avoir le diplôme. Yes, bravo. Donc c'est récent ça, c'était il y a quelques mois? Oui, il y a tout juste 1 an. Ça a été éprouvant. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on arrive à beaucoup plus comprendre et écouter et vraiment se dire que bah voilà, il y a des gens qui ont des fois des problèmes qui les handicapent complètement. Et en fait, on se rend pas assez compte qu'un handicap, c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'est pas là. Et des fois, il y a des choses qui vont handicaper dans la vie, mais voilà, ouais, j'ai réussi à jusqu'au bout me battre. Et voilà, je suis quand même très fière de tout ça dans le sens où bah, ça m'a appris énormément de choses et puis malgré tout le fait de voir d'où je suis partie et personne n'aurait misé, même moi j'aurais pas misé un centime sur le fait que j'ai un diplôme et là de l'avoir eu et franchement même s'il y a eu énormément de souffrance, je ne le changerai absolument pas parce que ça m'a permis d'être aujourd'hui la personne que je suis avec le recul que je vais pouvoir avoir sur certaines situations et j'ai vécu ce que j'ai vécu, ça m'a tellement apporté malgré toute la souffrance. Je suis quoi qu'il arrive comme je suis et ça me permet d'être la femme que je suis à l'heure actuelle avec tout ce passé, mais je le changerai pas pour rien au monde quoi, parce que je suis comme ça. Et grâce à ça aussi. Quand tu dis je suis comme ça, tu dirais que tu es comment aujourd'hui? Comment tu décrirais la jeune femme que tu es? J'essaye de toujours. Alors c'est pas tous les jours facile parce que bah, quand on a vécu pendant à peu près une dizaine d'années en dépression, c'est très compliqué de voir tout dans le positif. Mais j'ai entraîné mon esprit en permanence à essayer de voir le positif. Alors il y a des fois où le négatif il prend le dessus, mais de toujours essayer de voir le positif d'une situation et voilà, je continue le travail sur moi-même parce que en fait, je me suis rendu compte que parler à quelqu'un, c'est toujours ça fait toujours du bien, même si des fois c'est une fois par mois. Je trouve que c'est quand même super important de continuer à travailler sur moi et de voilà aujourd'hui de me dire que bah au final tout est possible quoi. Et c'est pas parce qu'on part de zéro qu'on n'arrive pas là où on voulait ou on a j'ai une vie tout autre que je l'aurais imaginé, mais je suis fière de ça et je sais que quoi qu'il arrive, je me battrai toujours pour ce que je veux et voilà, je me laisserai plus marcher dessus ou quoi que ce soit. Tu dirais quoi, toi, à la petite Estelle du collège qui était harcelée et qui se noyait dans cette situation? Je pense que je lui dirais juste de s'affirmer un peu plus, de pas se laisser faire. Voilà, de juste et de ouais de dire les choses et de s'affirmer, de pas se laisser faire et quoi qu'il arrive que ça va aller. On s'en sortira très bien beaucoup plus tard. Et quels conseils tu pourrais donner à des proches, et je pense du coup en particulier aux parents, j'allais dire qui voient leurs enfants être harcelés, mais ce que j'entends, c'est qu'en fait, quand on est harcelé, on n'a pas tellement envie de le dire comme ça à ses parents. Donc, en tout cas, quels conseils tu peux donner à des parents qui sentent un mal-être de leur enfant et potentiellement peut-être un sujet de harcèlement? À ce moment-là, c'est pas forcément aux parents parce que on a envie d'en parler parce que malheureusement, ce qui est normal, c'est que les parents s'inquiéteront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je pense que si on voit que l'enfant va pas bien, peut-être d'essayer de lui faire voir quelqu'un, bien évidemment avec son accord. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de systèmes qui sont mis en place par rapport au harcèlement, qui sont vachement bien. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose où aujourd'hui ça avance par rapport à ce sujet-là. J'espère qu'un jour, il y en aura plus.
Et en tout cas, ce que j'entends et qui est important pour les parents, pour les proches, c'est que la meilleure façon d'aider, c'est pas d'intervenir soi-même parce que finalement, on est mal placé pour le faire, mais de faire appel à des tiers, peut-être plus neutres et mieux formés que nous pour aider, c'est ça? Bah, je pense parce que moi, je sais que si ma mère avait réagi, elle aurait eu un sentiment, je pense, de culpabilité. Elle l'aurait mal vécu cette période-là. Et je pense que c'est quelque chose où on n'a pas besoin de ça sur le moment. On sent aussi que les parents vont pas bien et on se dit bah c'est de notre faute. Et puis les parents ils essaient de tout faire et malheureusement des fois le fait que on en parle et que la personne soit punie par rapport à ses actes, ça engendre encore plus de harcèlement. Alors que peut-être aller voir quelqu'un qui peut donner des conseils sur comment arriver à gérer tout ça, ça peut être bien et c'est pour ça que moi je pense que je conseillerais, enfin en tout cas aujourd'hui c'est ce que je ferais, aller voir quelqu'un, j'en parlerai pas et télécharger l'application vu qu'aujourd'hui tout le monde a des. Je vais mettre dans les notes de l'épisode toutes les infos importantes justement pour le numéro de téléphone que tu évoquais tout à l'heure et puis le lien vers des assos ou des applis pour aider. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui pour la suite, Estelle? De continuer comme ça et de continuer mon chemin avec plein de rebondissements et de toute façon juste suivre le cours de ma vie, quoi. Et ma dernière question, en fait, on en parlait en off ensemble. Tu me disais que c'était important pour toi de témoigner. Pourquoi? Et puis, est-ce que tu es contente là de l'avoir fait maintenant qu'on termine notre échange? Oui, parce que je trouve que c'est important aussi qu'on se dise qu'on n'est pas seul. Je sais que moi, à cette période-là, je me suis sentie très seule et j'avais l'impression d'être seule à le vivre. Aujourd'hui, bon, on entend beaucoup plus parler et on peut mettre un mot dessus. Mais je pense que c'est très important aussi d'entendre que bah c'est pas parce qu'on est passé par là que c'est de notre faute et que quoi qu'il arrive, on s'en sortira toujours malgré tout. Merci pour ta confiance, merci pour ton témoignage. Je pense qu'il est essentiel et bravo parce que du haut de tes 24 ans, t'es d'une grande maturité et moi, tu m'as mis une petite claque aujourd'hui. Et bah ouais, du fond du cœur, je te remercie pour ça. Merci de m'avoir invitée et de pouvoir me laisser aider les autres avec mon histoire. En tout cas, merci beaucoup et merci de m'avoir écoutée aussi. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de la petite voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?